Bonjour et bienvenue dans un nouvel épisode de Comics Code, un épisode dans lequel on va passer en revue de manière totalement subjective les nouveautés à paraître en juin 2023 chez Panini Comics. Oui, je sais, je suis très à la bourre. Comme d'habitude pour les dates de sortie, je me suis basé sur ce qu'indique Panini sur son blog et, comme d'habitude, ils ont fait l'impasse sur les sorties de la dernière semaine de juin. Donc, pour les sorties du 28 juin, je suis allé fouiller dans leurs boutiques et sur les sites marchands pour trouver l'info, mais j'ai pas forcément le sommaire complet pour ces titres. Et donc, on va pas traîner davantage parce que, une fois encore, on a un mois très chargé, 39 titres à paraître, et même 40 si on ajoute Hulk Grand Design de Jim Rugg, déjà reporté à plusieurs reprises, et qui sortira peut-être enfin le 7 juin. Pour une fois que je suis impatient d'acheter un bouquin de chez Panini, ils passent leur temps à le décaler. Beaucoup de choses au programme donc, beaucoup trop, et en particulier dans la collection 100% Marvel qui propose pas moins de 12 nouveaux titres. Et s'il ne fallait en garder qu'un, ce serait sans hésiter le tome 2 du Punisher de Jason Aaron, Jesus Says et Paul Azaceta. J'ai consacré une vidéo à la série en début d'année quand le premier tome est paru. Aux États-Unis, la série vient tout juste de s'achever et je dois reconnaître que Jason Aaron m'a bluffé. J'avais quelques réserves au départ sur la manière dont le scénariste allait traiter certains éléments de ce récit, et au final, je trouve qu'il s'en sort remarquablement bien. Toute la partie concernant la main et son combat contre Ares est vraiment très brutale et sanglante, mais la vraie réussite de cette série, c'est le portrait que Jason Aaron fait de Frank Castle. Je vais rien spoiler, y compris de ce qu'on découvre dans le premier tome. Si vous ne l'avez pas encore lu, il est toujours temps. Mais Aaron revisite ici le passé et les origines du Punisher, dont il va retconner certains éléments tout en restant très fidèle aux matériaux d'origine. Et à travers ces quelques révélations inédites sur son passé, le regard qu'on porte sur le personnage ne peut plus être le même. Vraiment, j'en dis pas plus, mais c'est remarquablement bien fait, et c'est de loin ce que j'ai lu de mieux chez Marvel cette année. À noter que le troisième et dernier tome est annoncé chez Panini pour la fin du mois d'août. Et ce mois-ci, on aura droit à une double dose de Punisher chez Panini, puisqu'est également annoncé pour la fin du mois Punisher, Journal de guerre. Il s'agit cette fois d'un album qui réunit 3 one-shots parus en parallèle de la série principale, tous les 3 écrits par la Norvégienne Torunn Grønbekk, mais dessinés par 3 artistes différents, Lan Medina, Raphaël Pimentel et le Québécois Djibril Morissette Fan. Bon, comparé à la série régulière, c'est nettement moins bien, mais c'est quand même pas mal du tout. Le premier, Blitz, donne à voir une nouvelle incarnation du hate-monger et alterne entre 2 trames temporelles. Le deuxième, Brother, le moins réussi des 3, lance toute une armée de tueurs à gages aux trousses de Frank Castle. Quant au dernier, illustré par Morissette Fan, il met en scène Castle et sa famille au cours d'une soirée d'Halloween qui va s'avérer plus horrifique que prévu. Encore une fois, comparé à la série d'Aaron, ces 3 récits sont plutôt anecdotiques, mais ils sont pas inintéressants pour autant. À côté de ça, on aura également droit à 2 titres Secret Invasion ce mois-ci. Le premier, j'en ai déjà parlé en début d'année au moment où il devait sortir, c'est Bienvenue chez les Skrulls de Robbie Thompson et Nico Henrichon. L'histoire de Skrulls infiltrés sur Terre où ils se font passer pour une famille tout ce qu'il y a de plus ordinaire. Ça fait beaucoup penser à The Americans, la série télé diffusée il y a quelques années qui mettait en scène une famille d'espions soviétiques infiltrés aux États-Unis, avec ici évidemment un côté SF en plus. C'est tout à fait réussi, le scénario de Thompson fonctionne vraiment bien et parvient à rendre chacun des protagonistes intéressants, et au dessin, le trop rare Henrichon fait du très beau boulot. Donc celui-ci, je conseille. J'ai été moins emballé par l'autre Secret Invasion du mois, une mini-série parue l'an dernier aux États-Unis, réalisée par Ryan North et Francesco Mobili. Là encore, il est question de Skrulls infiltrés, mais cette fois l'histoire est racontée du point de vue de ceux qui sont lancés sur leurs traces, à savoir Nick Fury, Maria Hill et Tony Stark. Il y a des éléments intéressants dans le scénario de North, il y a des scènes qui fonctionnent vraiment bien, en particulier celle qui ouvre le premier épisode, mais le récit est un petit peu trop précipité pour que ça fonctionne tout à fait bien. Ça se lit, mais le résultat final n'est pas totalement satisfaisant. Dans la catégorie lisible mais pas indispensable, on pourrait également mettre le tome 2 de She-Hulk, écrit par Rainbow Rowell et dessiné par Luca Maresca et Takeshi Miyazawa.
Là aussi, j'avais fait une vidéo dédiée quand Panini a publié le premier tome, et j'ai pas vraiment été tendre avec cette série. À la lecture de ce deuxième tome, j'aurais tendance à être moins sévère. On y trouve des moments assez chouettes. Les relations entre les différents personnages sont vraiment bien traitées dans l'ensemble. Le gros problème, c'est que l'intrigue est toujours aussi délayée. 10 épisodes pour traiter du retour du valet de cœur, c'est au moins 5 de trop. Et puis, Rainbow Rowell lance par-ci par-là des bouts d'intrigue secondaires qui, pour l'instant, ont l'air d'aller nulle part, ce qui, sur la longueur, n'arrange rien. Bref, c'est une série qu'on prend plaisir à lire pour le traitement de ses personnages, mais dont le moteur narratif tourne à vide. Autre titre lisible mais pas indispensable, Shang-Chi, le maître des 10 anneaux, par Jin Luen Yang et Mark Cousteau, qui reprend la mini-série qui faisait suite à la série régulière, plus le one-shot Master of the Ten Rings. Shang-Chi est désormais le dépositaire de 10 anneaux au pouvoir extraordinaire, qui font de lui la cible de tous ceux qui souhaitent s'en emparer. Dans ce récit, le scénariste puise davantage dans le passé du personnage, et les vieux lecteurs de la série Master of Kung Fu des années 70-80 auront le plaisir de retrouver quelques visages connus. Et par ailleurs, Mark Cousteau au dessin effectue comme toujours une prestation très agréable. Après, à part une ou deux petites surprises, faut bien reconnaître que le scénario casse pas trois pattes à un canard. Tout ça est très linéaire et se conclut par une sorte de tournoi des champions qu'on a quand même l'impression d'avoir vu 3 millions de fois. Je passe très vite sur le tome 3 de Moon Knight par Jed MacKay et Federico Sabatini. J'ai renoncé à lire la série au tome précédent tellement à mon sens elle apporte rien de nouveau au personnage. Je zappe également le tome 11 de Fantastic Four de Dan Slott, Rachel Stott et Andrea Di Vito, la suite et fin de la Reckoning War. Là, ça fait encore plus longtemps que j'ai abandonné cette série. Et je me contente de signaler le 3e et dernier tome de Judgment Day, qui vient conclure ce crossover, ainsi que les numéros 12 et 13 de Destiny of X, dont une bonne partie des récits est liée à ce crossover. J'en reparlerai tranquillement dans une vidéo dédiée quand j'aurai lu tout ça. Et je termine les 100% Marvel du mois avec Marvel Comics numéro 18, avec 3 épisodes d'Amazing Spider-Man écrits par Zeb Wells. Le premier, dessiné par un Nick Dragotta en petite forme, est un tie-in à Judgment Day. Les 2 autres, dessinés par Romita Jr., marquent le retour du Hobgoblin. La question qui se pose toujours dans ces cas-là étant, mais de quel Hobgoblin s'agit-il ? Ça sent le début de la fin du côté des Avengers de Jason Aaron, avec le numéro 60 de la série régulière, et surtout, le premier numéro d'Avengers Assemble, dessiné par Brian Hitch. Et ça sent carrément le redémarrage du côté d'Iron Man, avec le premier numéro de sa nouvelle série, écrit par Jerry Duggan et dessiné par Juan Frigueri. Et autant je suis content de voir la série de Christopher Cantwell s'achever, autant je trouve pas grand-chose d'enthousiasmant dans ce premier numéro. Et sinon, Panini balance une nouvelle fournée de titres à petit prix, 6,99, 15 jours seulement après celle consacrée à Spider-Man. Et on reste dans une thématique proche puisqu'il s'agit du Marvel Multiverse. Et, comme d'habitude avec ce genre d'opération, on y trouve à boire et à manger. Parmi les choses que je conseillerais, il y a Marvel Zombies, la toute première mini-série par Robert Kirkman et Sean Phillips, soit les principaux héros de l'univers Marvel transformés en zombies cannibales. C'est très bourrin, c'est très gore, l'humour y est très noir, mais ça fonctionne vraiment bien, avec une progression dans l'horreur et dans la démesure qui fait plaisir à voir et à lire. Je sais que Panini a annoncé pour bientôt un omnibus Marvel Zombies. À votre place, je me contenterai de cet unique récit à 6,99 plutôt que de lâcher 90 balles pour un omnibus dont la majorité des récits sont vraiment très médiocres, voire pire. Autre titre intéressant à ce prix, Spider-Man Reign, écrit et dessiné par Carey Andrews, avec un Peter Parker vieillissant dans une Amérique dystopique. C'est très noir, c'est très inspiré par le Dark Knight de Frank Miller, sans doute trop, mais ça mérite d'être lu, et niveau dessin, Carey Andrews, c'est toujours un régal pour les yeux. On peut aussi conseiller House of M, un classique de Brian Michael Bendis et Olivier Coipel, et un monde dominé par les mutants. Si vous n'aviez pas une des 142 éditions précédentes, c'est l'occasion, c'est plutôt du bon Bendis, et c'est surtout très beau. On peut en revanche parfaitement éviter les 3 autres titres de cette série Marvel Multiverse. Le Cosmic Ghost Rider de Donny Cates et Dylan Burnett a ses bons moments, mais je trouve l'idée de base tellement con que j'ai jamais réussi à rentrer dans cette histoire. Deadpool remassacre Marvel de Cullen Bunn et Dalibor Talajic, c'est encore plus con, même si j'aime beaucoup le travail de Talajic. Quant à Spider-Geddon de Christos Gage et Jorge Molina, il fait que confirmer que, décidément, trop de Spider-Man tue Spider-Man.
Et à ce propos, si vous n'avez pas encore fait une overdose de Spider-Man après la déferlante des sorties du 31 mai, le numéro 2 des icônes de Marvel est consacré au Spider-Verse. Youpi! Avec au sommaire une majorité de récits déjà disponibles dans les albums du mois dernier, le numéro 1 d'Amazing Spider-Man de 2014 par Dan Slott et Humberto Ramos, Ultimate Comics Spider-Man numéro 1 par Brian Michael Bendis et Sarah Pichelli, le Spider-Man annuel de 2019, les 3 récits au sommaire d'Edge of Spider-Verse numéro 3, et enfin Spider-Verse Team-Up numéro 1 et 2. Et puis, côté inédit, on a juste le premier numéro de la mini-série Spider-Punk par Cody Ziegler et Justin Mason, et Spider-Gwen numéro 34, soit le dernier numéro de sa série régulière, par Jason Latour et Robbie Rodriguez. Spider-Man toujours, en Marvel Deluxe, le nouveau tome d'Amazing Spider-Man, La conspiration des clones, écrit par Dan Slott, avec au sommaire les numéros 19 à 24 d'Amazing Spider-Man, dessinés par Giuseppe Camuncoli, et l'intégralité de la mini-série Clone Conspiracy, dessinée par Jim Chung. Je crois que c'est l'arc qui m'a définitivement fâché avec le travail de Dan Slott sur Spider-Man, parce que bon, dans le genre presser une vieille idée déjà merdique à la base, mais en plus là bien au-delà de sa date de péremption, là c'est quand même un modèle du genre. Entre les histoires de clones et celles de Spider-Man originaire d'univers alternatifs, en ce moment on est vraiment gâtés. Pas plus recommandable, l'autre Marvel Deluxe du mois, Cable, dans sa version à peine pubère, par Jerry Duggan et Phil Noto. On a là l'intégralité des numéros de cette série, moins les 2 épisodes liés au crossover X of Swords. Bon, depuis les choses sont rentrées dans l'ordre et tout le monde a oublié cette parenthèse sans aucune espèce d'intérêt. Pourquoi, dans ces conditions, payer 32€ pour acheter ça ? Je vous le demande. Allez, tâchons plutôt de voir la vie en rose. En Epic Collection, on a droit ce mois-ci à 2 titres, tous les 2 plutôt recommandables. Commençons par Spider-Man, les fantômes du passé, qui réunit les épisodes 259 à 272 d'Amazing Spider-Man, plus les annuals 18 et 19, et les 6 premiers numéros de Web of Spider-Man, la série qui avait succédé à Marvel Team-Up en 1985. Voilà un album que je recommande à moitié. La moitié en question, c'est celle qui est signée Tom DeFalco et Ron Frenz. Il n'y a rien d'extraordinaire du côté des adversaires de Spider-Man, hormis les premiers épisodes dans lesquels apparaît le Hobgoblin. En revanche, DeFalco excelle dans l'écriture des personnages. Le premier épisode de cette épique est d'ailleurs entièrement consacré au passé de Mary Jane, et à travers ce récit, le scénariste lui donne une épaisseur qu'elle avait quasiment jamais eue jusque-là. On a aussi un épisode assez formidable centré sur le personnage de Crusher Hogan, le catcheur qui affrontait Peter Parker dans Amazing Fantasy juste après avoir acquis ses super pouvoirs. Plus généralement, les épisodes de DeFalco sont empreints d'une certaine gravité et marquent pour ces personnages le passage à l'âge adulte. Et, pour ne rien gâcher, Ron Frenz réalise une très belle prestation, très inspirée par l'artiste originel de la série, Steve Ditko. Malheureusement, ces épisodes sont interrompus par plusieurs fill-ins sans grand intérêt, de même que les annuels et les épisodes de Web of Spider-Man par Louis Simonson et Greg Larocque qui sont dans l'ensemble très anecdotiques. Néanmoins, je recommande la lecture de cette épique. Et j'en ferai tout autant avec Doctor Strange, Triomphe et Tourment, l'autre épique collection du mois, qui devrait réunir les 13 premiers numéros de la série régulière de 1988, ainsi que le graphic novel Triumph and Torment, qui réunit les Docteurs Strange et Doom par Roger Stern et Mike Mignola. Je crois que ce récit, à l'époque où il est paru, avait vraiment été une révélation et qu'on avait découvert de quoi Mike Mignola était réellement capable. Mais le reste est pas mal non plus, et est presque entièrement inédit, à l'exception des épisodes 5 à 8 qui avaient été publiés dans un récit complet Marvel. Les 4 premiers épisodes sont signés Peter Gillis et Richard Case, mais ce sont surtout les suivants, par Roy et Dan Thomas au scénario et Jackson Guice au dessin, qui sont les plus réussis, avec beaucoup plus d'humour que ce qu'on trouvait d'ordinaire dans Doctor Strange, et une prestation de Jackson Guice assez intéressante, dans un style très réaliste qui maîtrisait pas encore complètement. Il n'est pas exclu que je me reprenne ces épisodes quand l'album sortira, auquel cas on aura l'occasion d'en reparler. Restons avec le Doctor Strange pour l'intégrale 1980-1981 qui sort le même jour. J'ai pas trouvé le sommaire, je sais juste que le volume précédent s'arrêtait au numéro 37, donc là on a forcément les épisodes 38 à 45 qui sont écrits par Chris Claremont et dessinés par Gene Colan en très grande forme, ancrés par Dan Green.
En théorie, l'intégrale pourrait aller jusqu'au numéro 50, soit les premiers épisodes signés Roger Stern et Marshall Rogers, qui sont aussi les premiers épisodes de la série à ne pas avoir été publiés en France par Aredi à l'époque. Faudra donc voir le détail du sommaire quand ça sortira, mais dans tous les cas, c'est une bonne période, en particulier pour sa partie graphique, dont je conseille donc la lecture. Puisqu'on en est aux intégrales, penchons-nous sur le programme parce que dans cette collection aussi, il est très chargé. Sortie du 3e volume consacré à Spider-Woman avec les épisodes 26 à 38, parus en 1980 et 1981, avec les derniers épisodes écrits par Michael Fleischer et les premiers écrits par Chris Claremont, et au dessin sur l'ensemble le très bon Steve Leialoha. Côté scénario, faut bien reconnaître que la série a jamais volé très haut. Parmi les épisodes notables, on signalera le premier, avec un des super-vilains les plus ridicules de l'univers Marvel, le Grinder, avec sa magnifique scie circulaire sur le crâne, et puis les 2 derniers dans lesquels apparaissent les X-Men, et pour la première fois, Cyrene, la fille de Banshee. À part ça, ce volume est à réserver aux complétistes les plus acharnés. A noter que le même jour, Panini réédite l'intégrale 1978 de Spectacular Spider-Man qui était plus dispo depuis un moment, avec les épisodes 14 à 25 de la série. Une période que j'aime plutôt bien. En même temps, c'est l'époque à laquelle j'ai découvert les comics, donc forcément je suis pas très objectif, mais globalement il me semble que Bill Mantlo et Sal Buscema font du bon boulot, avec entre autres l'arrivée dans la série du White Tiger, un épilogue à la série The Champions qui venait tout juste de s'arrêter à l'époque, la première rencontre entre Spider-Man et Moon Knight, sans oublier la toute première apparition du magnifique, du phénoménal, du groovy Hypno Hustler. Et ce volume se conclut avec la toute première apparition d'un personnage et d'une intrigue qui n'en finira plus de faire des suites, Carillon. On continue avec l'intégrale Thor 1973-1974 par Jerry Conway et John Buscema. Toujours pas une période très passionnante, Conway se contente de recycler en boucle les récits et les personnages de la période Lee Kirby. Au dessin, John Buscema fait le nécessaire pour que le résultat ait de la gueule, mais sur les derniers épisodes, il cède la place à Rick Buckler, qui fait un pastiche plus ou moins bien inspiré de Kirby, bien aidé en cela par Joe Sinnott à l'ancrage. Buscema encore avec l'intégrale Conan 1980-1981, qui marque le remplacement au scénario de Roy Thomas par Jean-Marc de Matteis. Je me suis pris les intégrales jusque-là, j'hésite à continuer, d'autant plus que ce volume contient apparemment que 9 épisodes, du numéro 116 au numéro 124. À 32€ le volume, ça commence à faire cher. Et je signale au passage la sortie le même jour de la première partie des Chroniques de Conan 1994, avec les épisodes 217 à 222 de Savage Sword of Conan. Un seul récit dessiné par John Buscema, le reste est illustré par différents artistes, parmi lesquels je retiens surtout l'immense Esteban Maroto, même si sa prestation ici est loin d'être exceptionnelle. Revenons-en aux intégrales avec le 3e et dernier volume d'Alpha Flight par John Byrne, soit les épisodes 20 à 29, plus Incredible Hulk numéro 313 par Bill Mantlo et Mike Mignola, qui est un crossover avec Alpha Flight, et Marvel Team Up Annual numéro 7 par Louis Simonson et Paul Neary. Bon, les derniers épisodes d'Alpha Flight sont loin d'être les meilleurs, on sent que John Byrne commence à manquer d'inspiration, mais ça reste intéressant déjà parce que, à l'époque où ils étaient parus dans Strange, une bonne partie de ces épisodes avaient été méchamment censurés. Et puis, il y a les derniers épisodes avec le retour de Guardian pour lequel John Byrne a concocté une intrigue assez maligne. Donc, globalement, ça vaut le coup d'être lu. Dernière intégrale au programme, les New Warriors 1990-1991 par Fabian Nicieza et Mark Bagley. J'ai pas le sommaire de ce volume qui contiendra donc les tout premiers épisodes de la série, plus leur toute première apparition dans Thor numéro 411 et 412 par Tom DeFalco et Ron Frenz. J'ai jamais été particulièrement fan de Fabian Nicieza, mais je garde plutôt un bon souvenir de cette série, au moins à ses débuts, mais c'est sans doute aussi beaucoup grâce au dessin de Mark Bagley qui apporte un grand souffle de fraîcheur sur ses pages. En tout cas, parmi les séries Marvel du début des années 90, c'est sans doute une des plus conseillables. Il y a un domaine où Panini se montre plutôt raisonnable en juin, c'est du côté des omnibus, avec un seul annoncé à la fin du mois, Annihilation. Cet event était d'ailleurs déjà paru dans ce format en 2018. Cette nouvelle édition devra avoir un format légèrement plus grand et surtout 200 pages en plus, avec en particulier la mini-série Drax the Destroyer par Keith Giffen et Mitch Breitweiser, qui n'avait jamais été publiée en France.
À l'époque, Annihilation marquait le retour du cosmique dans l'univers Marvel, et elle allait avant tout ouvrir la porte au retour de Nova et des Gardiens de la Galaxie, avec dans les deux cas Dan Abnett et Andy Lanning aux commandes, et les débuts d'une période vraiment intéressante pour ce pan de l'univers Marvel. Quoi d'autre chez Panini en juin? On aura Marvel Pride, une anthologie qui réunit une demi-douzaine de récits mettant en scène divers personnages Marvel, gays, bi ou trans. La qualité est très inégale, j'avoue que j'ai failli laisser tomber à mi-parcours. Et puis la seconde moitié est nettement plus réussie, avec en particulier un récit assez fun de Christopher Cantwell et Kei Zama, qui revisite les films de bikers de la fin des années 60 à la sauce Marvel, et surtout un autre de l'écrivaine Charlie Jane Anders, dessiné par Rose Stein et Ted Brand, qui met en scène un nouveau personnage, Escapade, une mutante trans qu'on retrouvera d'ailleurs bientôt dans les pages de New Mutants. Il y a un poil trop de bons sentiments à mon goût pour que ce soit totalement réussi, mais le récit est suffisamment inventif, y compris dans la forme, pour mériter le détour. Dans l'ensemble, cette anthologie est malheureusement trop inégale pour être vraiment réussie, mais elle mérite quand même le coup d'œil, ne serait-ce que parce qu'elle est, par bien des points, hors norme. Dans un genre beaucoup plus brutal, on a le 3e tome d'Alien, toujours avec Philip Kennedy Johnson au scénario et Julius Ota au dessin. Globalement, c'est bien meilleur que les 2 tomes précédents, ne serait-ce que parce que Salvatore Larocca n'est plus là. Mais même côté scénario, on a quelque chose qui tient nettement mieux la route, avec un groupe d'androïdes envoyés sur une colonie dont la population a été massacrée par les aliens. C'est brutal, globalement, c'est pas finaux. Le principal intérêt de cette histoire, c'est qu'elle adopte le point de vue des androïdes, dont on devine dès le début qu'on leur a confié une mission impossible, et qui se retrouvent à s'interroger sur leur véritable motivation pour venir en aide aux humains. De ce point de vue, le récit est assez réussi, et comme la prestation de Julius Ota au dessin est plutôt pas mal, ça donne un tome bien plus réussi que les précédents. Je passe très vite sur le Marvel Visionaries consacré à Roy Thomas. Panini n'a à ma connaissance pas communiqué sur le sommaire, et dans tous les cas, 50€ c'est juste beaucoup trop cher pour ce genre d'anthologie, et je passe aux 2 titres indés du mois. Le premier, c'est Prodigy, le cercle Icar de Mark Millar et Matteo Buffani, soit la suite des aventures d'Edison Crane, l'homme le plus génial du monde. Sa première mini-série remonte à 2018 et j'en garde un assez mauvais souvenir. Celle-ci me semble un poil meilleure, mais il n'y a pas de quoi se relever la nuit non plus. Edison Crane découvre qu'il est peut-être pas le mec le plus intelligent du monde, et il se trouve embarqué dans une histoire à la recherche de Shangri-La. Matteo Buffani est très bon, Millar fait du Millar, et comme malgré ce qu'il a l'air de penser, c'est pas le scénariste le plus génial du monde, ça donne une histoire qui se lit bien, mais qui est largement oubliable. J'en attends beaucoup plus d'Echolands, la mini-série signée Aidan Blackman et J.H. Williams de Ford. Je l'ai pas lu, par contre j'ai vu les planches de Williams et c'est juste un truc à tomber. Ça fait au moins 20 ans qu'on sait que c'est un dessinateur surdoué, mais là j'ai l'impression qu'il s'est encore surpassé. Il s'amuse même ici à faire cohabiter dans la même case différents styles et le résultat est absolument incroyable. En plus, il a opté pour un format à l'italienne qui lui permet des compositions assez inédites. Bref, celui-ci, je suis très pressé de le tenir entre mes mains. La seule chose qui me fait un peu grincer des dents a priori, c'est le prix. 40€ pour 272 pages, mais bon, visiblement c'est du grand format, 33 par 21,5, donc on verra l'objet quand il sera en librairie. Terminons comme toujours par les sorties Star Wars du mois, elles ne sont que 2 en juin, le tome 5 de Dark Vador par Greg Pak et Raffaele Ienco, avec les numéros 23 à 28 de la série, et en Epic Collection, Star Wars Legend, l'héritage tome 2, qui réunit une quinzaine d'épisodes de Star Wars Legacy, période Dark Horse donc, par John Ostrander et Yann Doursema. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui, j'espère n'avoir rien oublié et pas m'être trop gouré, sinon, comme d'habitude, n'hésitez pas à intervenir dans les commentaires pour rectifier telle ou telle chose. On se retrouve très vite pour voir plus en détail quelques-unes de ces sorties de juin. D'ici là, vous pouvez vous abonner à cette chaîne, partager cette vidéo sur les réseaux sociaux et surtout, lire des comics. Soyez sages et à bientôt.